Rester chez soi le plus longtemps possible dans de bonnes conditions lorsque la santé le permet, c'est évidemment un souhait quasi général. Conserver son cadre de vie, son environnement, c'est peut-être une façon de ne pas se voir vieillir et même peut-être de ne pas vieillir. Alors comment respecter au mieux cette volonté en étant accompagné dans les meilleures conditions? On va parler de quelque chose de fondamental, je le sais pour vous, le prix de l'heure de l'aide à domicile. Et pour ce débat, je vais demander à Annie Vidal, députée de Seine-Maritime, de venir me retrouver, à Damien Cacaré, le président du CINERPA Domicile, à Mirreza Tofigui, président de la FEDESAP, et Stéphane Corbin, le directeur de la compensation à la CNSA. Bienvenue, venez avec moi, je vous emmène au salon. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue, bonjour, c'est bien que vous soyez là. On a eu peur que vous ne soyez pas. Installez-vous. Alors, notre débat, il suscite une attente parmi les gens qui sont là. J'ai discuté un peu ce matin avec quelques-uns des intervenants. Et c'est un débat, on m'a dit, c'est la deuxième bombe. Je trouve que la formule est bonne. La première, c'était les EHPAD. Et on a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD en début d'année. Et la seconde, c'est donc ce prix d'une heure d'aide à domicile, avec une situation délicate, puisque, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est un secteur qui est fragile économiquement. Il y a des faillites régulières. Comment vous pouvez nous présenter la situation? Amir, peut-être, pour commencer. Ça marche. Oui, c'est bon. Alors, c'est un secteur qui, en effet, est en très grande difficulté. Alors, historiquement, déjà, c'est un secteur qui était associatif. Et depuis maintenant plus de 10 ans, il y a des entreprises dans le secteur. Et c'est un secteur qui, lorsqu'on facture 1 €, on a 85 centimes de masse salariale. Donc, on a 85% de notre chiffre d'affaires qui part dans de la masse salariale. Et donc, quand on parle du juste prix d'une heure d'aide à domicile, oui. La question qu'on pose, finalement, c'est quel accompagnement on veut pour nos parents et quel accompagnement on veut pour nous plus tard. Et dans ce contexte de 85% de chiffre d'affaires qui est de la masse salariale, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de recruter et de fidéliser. Donc il y a cette crise financière et cette crise de recrutement. Et aujourd'hui, pour recruter, alors bien évidemment que le salaire, le taux horaire, ce n'est pas le seul levier de recrutement, mais si on regarde bien, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut pouvoir former nos salariés. Donc former nos salariés, ça coûte de l'argent. Il faut pouvoir avoir des temps d'échange, des temps de réunion. C'est des temps qu'on ne facture pas, donc ça coûte de l'argent. Mine de rien, il faut quand même pouvoir bien payer nos salariés, parce que c'est des niveaux de rémunération où chaque euro compte. Il faut avoir un travail qui est moins pénible. Donc quand on nous impose de faire 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, c'est une maltraitance pour l'entreprise, parce qu'elle paye le temps de transport. Pour le salarié qui se retrouve à faire 15 minutes chez un client, 15 minutes là-bas, et pour le bénéficiaire également, c'est compliqué. Et donc, cette crise économique et cette crise, entre guillemets, RH, fait qu'aujourd'hui, il y a plein de structures qui sont en faillite, ou plein de structures qui ont du mal, tout simplement, à répondre à leurs exigences, d'être tous les jours chez des bénéficiaires qui ont besoin de nous. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi et peut-être trouver des solutions, les envisager. Damien, vous êtes président du CINERPA Domicile. Comment ça se passe avec Amir? Il y a une collaboration, j'imagine? Oui, regardez la présence d'Amir aujourd'hui montre qu'effectivement on se parle entre les fédérations. Merci d'ailleurs Amir de nous rejoindre pour le congrès du CINERPA. Merci pour l'invitation. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on joue en duo. Je pense qu'on sera beaucoup plus fort, bien évidemment. On a exactement les mêmes problématiques. Les adhérents de la FEDESAP, les adhérents du CINERPA Domicile sont confrontés aux mêmes problèmes dans les départements, sur les territoires. Donc on a vraiment intérêt à défendre des positions communes, à travailler ensemble. On a évoqué tout à l'heure le CICE. C'est un exemple concret, là aussi, d'un travail en commun avec la FEDESAP. Et voilà, on porte une parole qui est commune et qui forcément est plus forte, porte plus. Annie Vidal, vous êtes donc députée de Seine-Maritime, c'est un département qui est très bien représenté aujourd'hui, ici, et dans ce congrès. On s'en félicite, ça prouve qu'il est très actif, qu'il y a de belles énergies. J'imagine que vous en avez conscience de cette situation, plus que conscience, vous portez le... Alors oui, j'en ai complètement conscience. Je suis particulièrement investie dans la circonscription sur ces sujets de la prise en charge des personnes âgées.
c'est aussi un sujet de préoccupation nationale. Notre ministre l'a clairement indiqué. La prise en charge de nos aînés fait l'objet de nombreuses réflexions au sein de la Commission des affaires sociales, bien évidemment, et au sein du gouvernement. Elle a d'ailleurs, dans cet esprit, lors de la présentation de sa feuille de route pour la prise en charge de l'autonomie, décliné un certain nombre de pistes de réflexion et un certain nombre de mesures. Oui. Et concernant le service de soins à domicile, nous mesurons bien qu'effectivement, ce qui se passe dans les EHPAD avec la prise en charge qui se médicalise parce que le profil des personnes âgées évolue avec des demandes en soins de plus en plus importantes, les personnes qui font de l'aide à domicile, et j'en ai rencontré au niveau de ma circonscription, elles l'expliquent toutes très très bien. Là où on faisait une aide simple, on arrive maintenant à faire une aide plus complexe, et c'est tout cela que nous allons devoir prendre en compte dans nos réflexions et dans les mesures qui vont être proposées. Et il y a urgence. Alors j'allais te dire, c'est un peu le bazar, hein, le financement de ces services, des tarifs horaires qui sont très variables hein, selon les départements. Ça va de 16 à 25 euros. On sait bien qu'en dessous de 21, en gros, c'est pas viable. Quel est l'avis de la CNSA, Stéphane Corbin? Oui, pour le coup, entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations de l'aide à domicile et aussi les parlementaires, on est assez d'accord sur les constats. C'est-à-dire qu'il y a un étrange paradoxe entre le fait que les personnes affirment leur priorité pour le domicile. Il y a plus de gens accompagnés au domicile que de gens accompagnés en EHPAD. Que les pouvoirs publics ont également, à travers notamment la dernière grande loi sur l'autonomie, la loi ASV, donné cette priorité au domicile. Et pourtant, les services vont mal. Et le modèle de tarification ne correspond pas ni aux attentes des personnes, puisqu'il est relativement opaque. Une personne âgée qui va choisir entre deux services peut se voir appliquer un reste à charge différent. Et puis, il ne correspond pas non plus à ce qu'attendent les services eux-mêmes en termes de solvabilisation des services. Donc, il y a nécessité, peut-être urgence à faire quelque chose. En tous les cas, la ministre Agnès Buzyn, effectivement, en présentant sa feuille de route à la CNSA la semaine dernière, a effectivement marqué cette priorité-là, la nécessité d'agir vite. Et oui, pour répondre plus directement à votre question, nous constatons, à travers les enquêtes que nous faisons dans les départements, une grande diversité tarifaire, à la fois diversité entre les départements, mais au sein d'un même département, des diversités entre les services tarifés, qui sont parfois d'ailleurs, pour le coup, bien couverts, et puis d'autres services qui se voient appliquer un tarif dit de référence et qui ne couvrent pas effectivement l'ensemble des charges afférents à l'activité, à la prestation d'aide à domicile. Alors moi, je suis totalement extérieure à la problématique, au sujet. J'arrive, je vois ça, je me dis mais c'est pas viable. Je pose comme vous un diagnostic et je dis qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit viable? Et c'est ma question. Parce qu'on a envie que les gens restent chez eux et que les gens vont mieux quand ils sont chez eux et qu'il y a le temps pour aller dans les maisons ou pour avoir d'autres souhaits, les résidences, etc. Donc, immédiatement, comment on peut agir pour que ça vive tous les jours, enfin, une faillite dans le sud là, par semaine, des groupes qui rachètent des entreprises au tribunal. Enfin, la situation, elle est cauchemardesque. Alors qu'il y a de l'autre côté les vœux des Français, les souhaits, et les souhaits peut-être de vos parents. Voilà. Comment on met ça face à face en adéquation? Qu'est-ce qu'on fait? On est là, on ne fait rien. Alors, on ne fait pas rien. On ne fait pas rien, puisque, alors, pour le coup, à la fois,
La CNSA intervient pratiquement depuis sa création sur la modernisation des services, à la fois d'ailleurs sur le soutien à l'ensemble des fédérations, sur la qualification du personnel, sur l'attractivité du secteur, puisque l'autre paradoxe, c'est que les personnes qui interviennent au domicile sont assez invisibles. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente. On ne valorise pas assez ces métiers-là et on intervient beaucoup qualitativement sur la qualité du service, sur la nécessité de structurer les services. Il y a eu, et c'est aussi un des paradoxes, beaucoup d'interventions publiques, de financement public pour essayer de faire face aux crises que vous évoquez par des fonds de restructuration depuis 2012. 155 millions ont été injectés depuis 2012 et on voit que ça ne suffit pas. Et donc la nouvelle orientation qui est donnée aujourd'hui par le gouvernement, c'est de prendre le problème du financement à la base, voilà, et d'aller, en travaillant évidemment avec l'ensemble des parties prenantes, parce que attention, ce n'est pas si simple que ça, à la fois les fédérations, également les départements qui financent en grande partie l'APA à domicile, mais aussi les personnes elles-mêmes, puisqu'en fonction des restes à charge, ce n'est pas la même affaire. Bien Effectivement, sûr. Vous avez raison. Et de reprendre le financement à la base. Et ce financement, c'est un modèle de tarification que nous proposons avec les services de la Direction générale de la cohésion sociale et en négociation effectivement avec les fédérations de construire d'ici la fin de l'année. La ministre a annoncé des moyens supplémentaires justement pour accompagner cette réforme. Oui, Damien ? Non, juste pour peut-être sans être trop technique, mais c'est vrai que les services d'aide à domicile aujourd'hui souffrent peut-être du poids de l'histoire. On est sur un marché qui est encore soutenu par un tissu très associatif, historique, qui est tarifé, il faut le rappeler, habilité à l'aide sociale à 100%. Et donc, c'est ce mécanisme-là, aujourd'hui, qui est véritablement à bout de souffle et sur lequel il faut pouvoir trouver des solutions. Et ça a été évoqué par Florence ce matin. Une des solutions, et qui est portée par le CINERPA, c'est de mettre en place plutôt, donc finalement, de casser ce modèle-là où on voit que finalement, il est insoutenable pour les départements. Il est pas très encourageant en termes de structure de gestion pour les entreprises. Hein. Quand on sait que tous les ans, on a ces déficits qui sont ramenés à zéro, bon, c'est pas très encourageant. Donc tout ça, effectivement, il faut casser ce modèle-là et plutôt parler, on pense, nous, au CINERPA, d'une participation départementale et plus de ces tarifs qui sont finalement fixés par les structures, où la dérive est arrivée, il y a une véritable dérive où l'APA, finalement, est venue financer des structures et non plus financer une prise en charge, une aide à la personne. Donc ce que l'on évoque plutôt, c'est de dire qu'il y a une participation qui est une participation départementale, unique, pour tous les tarifs, avec après, bien évidemment, une possibilité pour des modèles très spécifiques, pour de l'intérêt général, par exemple, arriver sur des CEPOM qui, là, peuvent effectivement amener des financements supplémentaires pour pouvoir intervenir dans des zones, par exemple, géographiques très éloignées, sur lesquelles, effectivement, on peut avoir des difficultés à intervenir. Donc voilà, plutôt un modèle comme celui-là, parce que celui qui est en place aujourd'hui, on rajoute des millions, des 50 millions, ça fait, M. Cormal l'évoquait, plus de 150 millions depuis 10 ans. Et finalement, c'est fuyant. On n'arrive pas à stopper cette hémorragie. Il y a un travail qui est en cours avec la DGCS. C'est assez encourageant parce que... Il y a des travaux qui ont été lancés en début d'année. On attend quand même des pistes concrètes, enfin des suites concrètes en tout cas. Oui, alors c'est en cours, hein, et on voit bien que le modèle qui est retenu est plutôt celui d'un tarif unique. Alors s'il est national, c'est encore mieux. C'est vrai que la CNAV fixe pour l'aide ménagère en France un tarif national. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cette participation aussi nationale, avec encore une fois une prise, des particularités, des spécificités dans nos territoires. Annie Vidal, quel est vos sentiments sur le sujet ? Alors, je partage vos propos quand vous dites qu'on a le poids de l'histoire sur ces services. Ce qui a été fait correspondait aux besoins d'une période. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une évolution importante dans ces services et il faut s'adapter à cette évolution. Entre le modèle actuel et ce que sera le modèle de demain, il nous faut construire ensemble un modèle pour maintenant. Et clairement, la refonte de la tarification du système des services
services à domicile, elle est en cours, elle est en réflexion. Il y a déjà plusieurs modèles qui se dessinent. Il y a de l'argent qui va être consacré à cela, 100 millions d'euros dès 2018. Et puis, je pense qu'il faut également aborder cette question sous l'angle du financement, certes, mais pas seulement, sous l'angle du besoin, de la prestation de base indispensable qu'il convient d'apporter à domicile, et particulièrement dans le contexte où nous sommes du vieillissement de la population et où nous savons tous que demain, l'aide à domicile sera encore plus nécessaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il en faudra encore plus et très probablement, on peut le supposer, avec des prestations qui seront différentes de celles que nous offrons aujourd'hui. Donc c'est toute cette réflexion qu'il nous faut conduire ensemble pour apporter une solution. Et puis, dans cette réflexion, il y a aussi le principe qui a été d'ailleurs annoncé, le principe de l'universalité de ces prestations. Aujourd'hui, on ne peut que constater les disparités à la fois entre les départements, à la fois entre les services, et pourtant, que vous soyez dans tel ou tel département, que vous utilisiez tel ou tel service, le besoin, il est souvent le même. Exact. Donc il faut vraiment faire une mise à plat de tout ça, et c'est très très largement engagé pour une réponse immédiate, imminente plus exactement. Amir, un mot sur le... Alors moi je rejoins entièrement ce qu'a dit Damien sur le poids de l'histoire. Aujourd'hui, j'entends les 50 millions depuis 2012 chaque année, les 50 millions qui sont destinés pour des structures qui ont des pertes et qui sont censées se redresser. Chaque année, c'est les mêmes en fait qui prennent les 50 millions. Et donc on a essayé de mettre des subventions chaque année pour les mêmes structures qui sont structurellement déficitaires, alors qu'il fallait avoir le courage de dire c'est fini, il faut se réinventer. Et aujourd'hui, au-delà de la question des moyens, c'est la question de l'efficience de ces structures-là qui se pose. Et vraiment, après, il faut un courage politique pour accepter qu'une association historique dans le département puisse fermer les portes parce qu'aujourd'hui, elle est plus organisée pour être efficiente. Mais on ne peut pas faire en sorte qu'elle soit mieux organisée, l'aider dans son fonctionnement mais bien sûr qu'on peut, mais quand ça ne marche pas, autant qu'elle se rapproche d'une autre structure. À un moment donné, on ne va pas non plus... Quand les fonds ont été mis, quand il y a eu 50 millions, quand il y a encore 50 millions, quand ça n'a pas marché, il faut se poser la question mine de rien, d'une économie qui est qu'une structure, si elle ne fonctionne pas, mieux vaut qu'elle ferme, et qu'une autre structure qui est sûrement plus efficace et qui fournit un service de meilleure qualité pourra prendre le relais. Comment ça se fait que les tarifs de référence APA ne prennent pas, soient inférieurs au coût réel de fonctionnement? Moi, je vais vous prendre un exemple. Mon entreprise à moi, on fait 80% de PCH, donc c'est-à-dire on fait 80% de handicap. Aujourd'hui, il y a un taux minimum qui est de 17 €. Alors, un taux minimum. C'est un taux minimum, mais quasiment le taux que tous les départements font de prise en charge, qui est de 17,77 € pour des interventions qui sont très complexes. Et derrière, le département va parfois donner 24-25 € pour une autre structure. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, derrière, on est obligé de s'aligner à 17,77 €, parce que sinon, le client il peut aller dans une structure à 24-25 €, il ne payera pas de reste à charge, parce que c'est le département qui prend tout en charge. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'être hyper efficace économiquement pour tenir à 18 €. Donc, je pense que le poids de l'histoire fait que les départements, du coup, ne sont jamais revenus dessus. Et il y a des structures qui ont finalement des financements qui leur permettent d'assurer une intervention, et d'autres structures qui sont obligées d'être hyper productives, hyper efficientes, et finalement, comme on dit, le levier le plus... le seul levier qu'on a finalement, c'est le salarié. Parce que quand on a 85% de la chiffre d'affaires qui est la masse salariale, on a le levier de la productivité, et après, le dernier levier qu'on a, c'est le salarié. Et donc, si on veut vraiment, demain, que les personnes qui s'occupent de nos parents, les personnes qui s'occuperont de nous demain, si on veut qu'ils aient vraiment un travail qui les paye décemment, on ne peut pas être à 18 €. Et je ne sais pas si après la question c'est 21, 22, 23, 24. Je ne suis pas sûr que c'est un chiffre comme ça qu'il faut donner, parce que c'est bien plus complexe que ça. Mais clairement, l'État avait fait une étude, il disait que le coût de revient pour une structure, c'est 24 € par heure. Et c'est l'État qui l'a fait. Alors il y a peut-être une place pour d'autres sources de financement que l'APA. Crédit impôt, mutuelle, assurance, non?
Alors oui, on va peut-être passer la parole à... le crédit d'impôt, c'est déjà le cas, mais je vais laisser la parole à mon voisin. Non, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, notamment sur le crédit d'impôt, le problème, c'est que l'ensemble des moyens publics, aujourd'hui, ne sont pas toujours d'une grande visibilité. Puis le crédit d'impôt, on verra effectivement avec la réforme et notamment l'impôt à la source, ce que ça provoquera. Il y a actuellement une mission de l'IGAS qui travaille là-dessus, mais vous bénéficiez de cette solvabilisation publique, le problème avec un effet retard. Donc il y a bien, c'est à la fois un sujet sûrement de moyens publics mis dans l'aide à domicile, vous l'avez évoqué. Ces moyens sont malgré tout très importants pour ce qui est de la CNSA, c'est 3 milliards d'euros, mais c'est aussi la manière dont l'ensemble de cet argent public va bien au secteur, va bien à l'ensemble des services, et est très visible pour les personnes elles-mêmes. Ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. Vous posiez la question tout à l'heure de mais pourquoi finalement l'APA, le tarif de référence APA n'évolue pas. C'est qu'il y a un mécanisme qui est assez complexe, c'est que l'APA est une allocation individuelle rapportée aux personnes dont les plafonds sont en euros. Et donc le taux horaire retraduit ensuite un nombre d'heures possible pour la personne. Et cette variation des taux horaires peut être aussi préjudiciable. C'est ce que c'est ce que Amir mettait en évidence à l'instant pour la personne. C'est pour ça que dans la réflexion que l'on porte aujourd'hui, il y a une réflexion d'aller vers effectivement un tarif de référence qui puisse s'appliquer, qui soit possible pour tous au niveau national, sûrement avec des distinctions à faire. En tous les cas, ça fait partie du débat. Et puis l'autre sujet, parce que je rejoins Annie Vidal, il ne faudrait pas qu'on résume cette table ronde à un problème financier sur l'aide à domicile. Il y a quel type de prestations aussi on a besoin de mettre en place pour que cette priorité du domicile soit une réelle priorité, c'est-à-dire prenne compte de l'ensemble des besoins des personnes. Je vais prendre un exemple. Beaucoup de services, mais pour des raisons d'organisation, aujourd'hui organisent le coucher des personnes âgées entre 18 et 20 heures. Je ne suis pas sûr que si les personnes âgées dans 20 ans auront des niveaux d'exigence sûrement très différents et qu'il faudra sûrement organiser des tournées de prise en charge de manière un peu différente pour tenir compte aussi de l'évolution des besoins des personnes âgées. Donc, ce que l'on souhaite dans le cadre des travaux que l'on conduit sur la réforme de cette tarification, c'est de se poser aussi la question de quelle évolution des services et est-ce qu'il ne convient pas plus qu'aujourd'hui de prendre en compte, par exemple, des services qui sont assurés dans des zones montagneuses, qui sont assurés dans des horaires décalés, qui sont assurés de manière prioritaire le week-end, etc., ou qui sont assurés aussi sur des publics, je pense notamment là plutôt pour les personnes en situation de handicap, qui nécessitent des interventions d'une plus grande qualification. Vous parlez du financement des missions spécifiques. Tout à fait. Alors, les plans, on en a vu. Donc là, et ça patauge un peu quand même, il faut le dire. La ministre vient d'annoncer un financement de 100 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouffée d'oxygène? C'est un nouveau plan d'urgence? Non. Alors... Non. Et puis après, Annie Vidal, mais je vous en prie, quelques mots. Merci. Ces 100 millions d'euros, donc 50 millions immédiatement, ils ont 3 cibles principales. La première cible, c'est justement l'amélioration de la qualité du service. Donc ça veut dire qu'on réfléchit collectivement sur la prestation qu'on va apporter à domicile. Il y a aussi un point qui est essentiel dans cette question, c'est l'accessibilité des services. Donc il faut aussi consacrer une certaine somme à faire en sorte d'avoir des services en proximité des besoins. Et puis le troisième point, qui est le point essentiel, c'est le personnel. Je crois qu'il faut pouvoir investir sur le personnel, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas forcément très attractif à l'heure actuelle comme profession, parce que c'est difficile d'avoir des missions à l'heure, d'être rémunéré sur les heures que l'on va faire de prestations, mais parfois entre deux prestations, il peut y avoir 45 minutes de déplacement.
avec un véhicule qu'on a ou qu'on n'a pas, etc. Donc je pense que toutes ces questions autour de l'organisation du travail, de ce travail et de la valorisation des personnels, elles méritent vraiment une grande réflexion et elles méritent qu'on y consacre du budget. Damien ? Et 100 millions, c'est bien sûr, on accueille ça de manière très favorable. C'est déjà c'est une belle somme, mais je pense qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que les différents fonds d'urgence, c'est pas le premier plan d'aide, et on voit bien qu'ils n'ont pas servi finalement à pérenniser des structures, à moderniser vraiment les services. Donc il faut pas se tromper. Très bien si on arrive à flécher sur des actions très, très concrètes, très précises sur la professionnalisation, sur l'attractivité des métiers, parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans les établissements, mais on a exactement les mêmes problèmes et on fait face de plus en plus à des difficultés de recrutement et d'attractivité, oui, de personnel dans nos services. Ça paraît un peu logique parce que le travail, il est difficile, il est exigeant et des gens qui n'ont pas le temps, qui vont d'un point à un autre, vous l'avez très bien décrit, qui ont quelquefois l'impression de, je vais dire le mot affreux, maltraiter la personne, n'a pas le temps d'échanger. Non seulement c'est pas très bien payé, mais en plus on peut avoir un sentiment de frustration. On veut bien faire, mais on rentre le soir chez soi avec des images peut-être aussi difficiles. On n'a pas eu le temps de parler, on aurait aimé faire. Voilà, l'attractivité, c'est pas aussi sur un. Vous le savez très bien, je vous raconte tout ce que vous savez déjà, mais j'essaie de défendre le point de vue du salarié qui aurait peut-être envie de rester, d'être formé, d'être fidélisé. Exactement. Il y a cet axe-là aujourd'hui. On a cette difficulté de recrutement, mais aussi de fidélisation et d'accompagnement. C'est quoi l'avenir d'une auxiliaire de vie, ou même d'une aide ménagère qui rentre dans nos services aujourd'hui à 30 ans? Qu'est-ce qu'on est capable de lui proposer comme plan de carrière? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on soit beaucoup plus performant dans les passerelles. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas même des passerelles au niveau entre les métiers, des personnes qui sont à domicile et qui peuvent aller en établissement? Il y a beaucoup de choses à inventer enfin, il faut vraiment y travailler maintenant parce que l'enjeu, en revanche, il est là. Le mur dont on parle, c'est peut-être 2030, mais dans les services à domicile, c'est peut-être même un petit peu plus tôt que ça. Oui. Donc il faut vraiment penser à refondre comme ce système finalement, parce que on le disait tout à l'heure aussi, Madame Vidal le disait, les attentes aussi des personnes que l'on prend en charge, elles ne font qu'évoluer. Je pense qu'on est l'un des pays européens où on passe le plus d'aspirateurs chez la personne âgée parce qu'on finance des heures d'aide à domicile qui ne sont pas forcément extrêmement bien fléchées. Et l'aide à domicile peut faire et doit faire autre chose. Il faut qu'on aille sur de la prévention, il faut qu'on aille sur de la coordination de la prise en charge. Nous sommes les acteurs les plus présents dans la vie au quotidien de la personne âgée, avant bien évidemment que le domicile ne soit plus possible et qu'elle passe dans des établissements pour être pris en charge, parce qu'à un moment ça a une limite. Donc il faut qu'on arrive à faire évoluer ce métier-là. 100 millions, c'est très bien, mais il ne faut pas effectivement que ça soit un plan d'aide d'urgence juste pour, là, à très court terme, se dire il faut sauver le financement. Non, il faut que ça serve peut-être là, déjà de manière très fléchée, à commencer à travailler sur des sujets qui vont nous permettre d'exister encore demain. Annie Vidal. Oui, effectivement, il y a un aspect qui est important, c'est de travailler sur la complémentarité des personnes qui interviennent à domicile, une complémentarité de compétences. Moi, j'ai rencontré il y a quelque temps une aide à domicile qui me disait, vous savez, on est bien souvent la seule personne qui va voir la personne à domicile, le seul lien. Et donc, il y a une nécessité d'avoir un réseau finalement, une multiplicité d'acteurs auprès de la personne pour pouvoir offrir un parcours d'aide à domicile. Vous parliez tout à l'heure de l'aspirateur, il peut y avoir des soins de toilette, de nursing, il peut y avoir des soins médicaux. Et il y a tout ce parcours de prise en charge qui est à construire, qui n'était pas forcément nécessaire il y a quelque temps parce que le profil des personnes n'était pas les mêmes. Mais aujourd'hui, avec les évolutions, ce parcours est à construire. Et l'idée d'injecter de nouveau du financement, c'est vraiment pour cela. On veut reconstruire collectivement quelque chose qui soit une prise en charge globale de la personne et qui lui permette de rester le plus longtemps possible chez elle, mais en préservant ses capacités.
Il est temps d'ouvrir les questions à la salle parce que je pense que beaucoup de questions vont vous être posées. C'est un sujet... on n'a pas répondu d'ailleurs à la question. Quel est le juste prix? On n'a pas répondu, mais on a évoqué des pistes. Même principe, vous vous levez ou vous levez le bras et vous posez votre question. Oui. Bonjour monsieur, vous êtes aux couleurs déjà de la soirée, je vous en félicite. Merci beaucoup. Donc, je voudrais revenir quand même sur le sujet du financement. Vous dirigez une entreprise, je crois, qui s'appelle Doctogestio. Oui, alors, je m'appelle Bernard Bensaïd. Donc, je dirige aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Doctogestio, qui emploie 8000 personnes et qui s'est construite en partie sur la faillite des services d'aide à domicile, des services d'infirmiers à domicile et des services et des résidences médicalisées. Donc, on a sauvé beaucoup d'emplois. On a trouvé des structures en très très grosse difficulté. Et moi, j'ai une formation d'économiste. Et bien entendu, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ce secteur se porte si mal? Oui. Pourquoi il y a ces questions en permanence sur le juste prix? Pourquoi il y a cette également suspicion des opérateurs associatifs, mutualistes, même parfois privés lucratifs, avec les financeurs? Et ce que j'apprends à mes étudiants, c'est que, si vous voulez, quand vous avez un secteur productif qui a une certaine structure de coûts, eh bien la structure de revenus doit s'adapter à la structure de coûts. Dans le métier du domicile, la structure de coûts, elle est simple, on la connaît très bien. On déplace des collaborateurs au domicile des seniors. Donc déjà, il y a un coût de déplacement. Et après, une fois qu'on est arrivé, eh bien, il y a un coût de prestation de service. Donc naturellement, n'importe quel économiste vous dirait, dans le secteur du domicile, il faut introduire 2 composantes dans le prix. Première composante, le coût de déplacement. Deuxième composante, le coût de prestation à domicile. Oui. J'ai rien inventé, les plombiers le font, les serruriers le font. Tous ceux qui interviennent à domicile vous disent le temps de déplacement c'est tant, le coût de déplacement c'est tant, le coût de la prestation c'est tant. Or, pour une raison sans doute historique, mais je ne suis pas le mieux passé ici, puisque je suis récent dans le secteur, les départements n'ont jamais envisagé cette modalité de financement. Et donc on parle de carottes et de choux. On dit c'est 21 €, 22 €, 23 €. On n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord parce qu'on ne parle pas de la même chose. Quand vous déplacez, quand vous faites des prestations en milieu rural, le coût, la structure de coût n'est pas du tout la même qu'en secteur dense. On a compris. Oui. Donc je pense que ça c'est un sujet important dont les hommes politiques devraient s'emparer. Je ne suis pas sûr qu'ils soient emparés. On a vu quelques départements. On est dans 25 départements aujourd'hui en France. On a vu 2-3 départements qui commencent à envisager une prise en compte du coût du déplacement. Voilà. Donc, c'était une intervention, mais aussi une question. J'aimerais avoir votre avis sur cette révolution de la tarification, qui, à mon avis, est la seule à pouvoir résoudre le vrai problème. Ça paraît du bon sens, vu de l'extérieur. Ah oui, bien évidemment, et on voit qu'il y a déjà des départements, ce que M. Bensaïd évoque, il y a des départements qui prennent maintenant en compte le modèle même de l'intervention à domicile, qui est effectivement un coût de salaire et du déplacement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si on arrive à avoir un financement qui est globalisé sur un territoire et avec des particularités, des spécificités derrière, avec des financements dans le cadre d'un CEPOM, on peut effectivement résoudre cette problématique. Mais oui, on est un des secteurs où effectivement on n'est pas... On pense que le service est un service qui était un service gratuit. Ça fait des années qu'on évoque ce sujet-là et que nos métiers, malheureusement, sont positionnés comme ça. Mais non, effectivement, lorsque vous avez un plombier qui vient à domicile, eh bien, déjà, il commence par vous facturer 150 € de déplacement quand c'est le dimanche. C'est une mauvaise comparaison. Bon. Stéphane Corbin. Oui, effectivement, l'exemple que vous donnez est assez juste. C'est-à-dire qu'on voit des disparités entre les territoires, ceux qui prennent les frais de déplacement, ceux qui ne le prennent pas. Il y a un autre élément qui joue beaucoup dans la solvabilisation, au-delà du tarif horaire, c'est le fractionnement des interventions. C'est-à-dire que plus vous avez des départements qui, de fait, imposent dans le cadre des plans d'aide des fractionnements très très courts et dans des zones peu denses, et bien, finalement, vous vous retrouvez avec effectivement une difficulté plus forte de solvabilisation. Donc dans le travail que l'on mène actuellement sur cette réforme de la tarification, il faudra sûrement prendre en compte de ce qui est inclus dans le
tarif, ce qui est inclus dans ce financement à venir, puisque autrement on aura aussi d'autres disparités. Je tiens à dire d'ailleurs que la victime est sûrement de ces écarts de tarification, de prise en compte de dépenses, c'est sûrement le service lui-même, mais c'est encore plus souvent la personne elle-même, puisque la personne peut être amenée justement à devoir financer au-delà de sa participation prévue. En plus, c'est double peine, si je puis dire. C'est surcoût et c'est évidemment très préjudiciable pour elle. Une autre question courte et une réponse courte, c'est possible. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je suis Daphna, j'ai créé et je dirige un service d'aide à domicile parisien qui emploie maintenant. Bonsoir Daphna, vous avez dédicacé vos livres tout à l'heure? Oui, c'est moi. Vous avez eu des gens qui sont venus vous voir pour votre très beau livre Derrière les portes. Merci. Oui. Et bravo pour votre entreprise qui a été primée d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Non, juste pour rebondir sur... C'est pas une question, je suis désolée, j'espère que je ne serai pas trop hors sujet, mais rebondir sur votre histoire d'aide au coucher à certaines heures, et puis aussi sur ce que Damien disait, sur le temps qu'on passe à passer l'aspirateur. Moi, j'espère qu'on va être un peu visionnaire, qu'on va muter, et qu'effectivement, le temps humain qui est si rare et si précieux parce qu'on dit qu'on n'arrive pas à recruter, qu'on n'a pas suffisamment d'auxiliaires de vie. Moi, je voudrais que nos auxiliaires de vie dans nos services soient fléchés que sur la relation humaine et que demain, elles n'aient pas à passer l'aspirateur, qu'il y ait des petits robots qui passent l'aspirateur pour ça. Là, les Japonais, les Chinois qui n'ont pas suffisamment de personnes pour accompagner leurs vieilles personnes à domicile, elles sont en train de réfléchir. Alors, ce n'est pas le monde que je veux, hein, attention, mais elles sont en train de réfléchir à des robots qui aident au coucher, qui aident au lever. Oui, et du coup, si on vient compléter tout ça et que du coup, le temps humain, c'est que pour des choses qu'on ne... Voilà, qui sont précieuses, qui sont dans le lien. On va du coup muter notre modèle économique et au niveau du coût, alors c'est un petit peu futuriste, mais c'est pas dans si longtemps finalement. Oui. Mais c'est pas du tout gênant, au contraire. Je pense qu'on va avoir besoin de ça pour pouvoir recentrer notre métier sur notre cœur de métier qui est l'humain. Et pouvoir travailler sur du lien social, sur toutes ces prestations qui sont essentielles et qu'aujourd'hui, effectivement, avec le système de tarification en place, on ne peut pas faire. On en parlera demain des nouvelles technologies parce que c'est très important, ça va faire beaucoup évoluer l'accompagnement. Ça va complètement modifier les modèles économiques. Je crois que, pour répondre à madame, il y a en quelque sorte un nouveau métier à inventer et des formations à proposer, des compétences à acquérir pour répondre à ce besoin et effectivement recentrer les personnes qui ont à cœur cette aide à domicile, les recentrer sur ce qu'elles ont envie de faire, cet aspect relationnel et surtout les autres points. On peut s'en affranchir par des moyens quels qu'ils soient et il y a là un enjeu important pour l'attractivité de ce métier justement en mettant bien en avant les compétences et ce que ça apporte en plus, cette aide à domicile. Parce que dans bien des cas, quel bonheur de pouvoir échanger avec un aîné, un senior et voilà, et avoir le temps de le faire. Oui, juste pour à la fois vous répondre et trois idées très courtes. Le premier, c'est, vous avez totalement raison. Je pense qu'il y a peut-être une table ronde qui était à imaginer l'EHPAD de demain. C'est pas parce que les services d'aide à domicile ont des difficultés financières particulières qu'il ne faut pas imaginer quelles sont les prestations au domicile de demain. Et vraiment, j'invite l'ensemble des services à avoir cette démarche prospective parce qu'autrement, ça sera même avec une réforme de la tarification, on n'aura pas tout résolu. La deuxième idée, c'est de bien articuler intervention humaine et intervention technique. Aujourd'hui, on ne le sépare un peu trop dans les tables rondes, mais au-delà des tables rondes, dans les plans d'aide en direction des personnes. Et puis la troisième idée, c'est que les 100 millions, je tenais à le dire, sont bien une première mise, comme l'a annoncé la ministre, pour soutenir cette réforme, mais qu'il s'agit bien de moyens nouveaux, pérennes, qui sont annoncés pour le secteur et pas seulement un coût pour une année. On en restera là parce que l'horloge a filé. Je vais garder Annie en otage, mais je vais vous inviter à rejoindre vos places. Damien, Stéphane, Amir, merci beaucoup pour votre participation. On peut les applaudir. Je vais demander à Sophie Mongetin, directrice du pôle personnes âgées, personnes handicapées,